la Maison-Blanche a affirmé que Donald Trump était à bord d'Air Force One en quittant la Turquie. Sauf qu'il y a un détail qu'on ne vous a pas dit, Trump n'était pas dans cet avion. Un dernier point avant de commencer, parce qu'il compte, tout ce que vous allez entendre dans les 10 prochaines minutes est confirmé par le Washington Post, daté du 10 août 2026, avec des sources internes à l'opération de sécurité, plus les propres déclarations publiques de Donald Trump, plus des vidéos de conférences de presse que vous pouvez vérifier vous-même. Aucune spéculation gratuite ici, que du documenté. Voici ce qu'on sait, noir sur blanc. Le 8 juillet 2026, Donald Trump quitte le sommet de l'OTAN à Ankara, en Turquie. Il monte publiquement devant les caméras, dans l'ancien Air Force One, ce Boeing 747 bleu clair que tout le monde reconnaît. Il salue la foule sur les marches, et puis, minutes plus tard, il ressort par l'autre côté de l'appareil, invisible pour les caméras, et monte dans un camion de catering. Ce même camion le conduit vers un second avion militaire, plus petit, garé un peu plus loin. Pendant ce temps-là, les journalistes et une partie du personnel de la Maison-Blanche restent assis dans le vieux Air Force One, persuadés que le président est avec eux. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un montage sorti de nulle part. C'est la version que le Washington Post a reconstituée avec des responsables ayant eu accès au dossier. Attendez, parce que la suite est encore plus précise que ça. L'avion secret dans lequel Trump embarque s'appelle un C-32A, une version militaire modifiée du Boeing 757. Il vole sous l'indicatif Reach 18, pas Air Force One. Son système de suivi de vol public est coupé. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, embarque séparément sur ce même dispositif de dissimulation. Et pendant ce temps, dans le vieux 747, on demande aux journalistes de fermer les rideaux du hublot. Officiellement, pas d'explication. On ferme, un point c'est tout. Vous voyez le problème ? Le vieux Air Force One décolle, utilise l'indicatif Air Force One alors que le président n'est pas à bord, et sert de leurre pendant que le vrai avion de Trump file, discrètement, vers la base aérienne de Mildenhall, au Royaume-Uni. L'habit ne fait pas le moine, version aéronautique. Ce n'est pas parce qu'un avion porte l'indicatif Air Force One qu'il transporte réellement le président. D'après le Washington Post, le 32A de Trump atterrit vers 22h20, heure locale. Le 747 d'Equa, avec les journalistes à bord, atterrit 9 minutes plus tard, vers 22h29. Un président des États-Unis a utilisé la presse accréditée comme appât mobile, sans les prévenir, pendant qu'un pays adverse le cherchait activement. On pourrait s'arrêter là et considérer que c'est simplement un protocole de sécurité renforcé, justifié par une menace réelle. C'est rassurant, non ? Sauf que ça ne tient pas, et vous allez voir pourquoi dans une minute. Petite précision qui a son importance avant d'aller plus loin. La menace iranienne, elle, est bien réelle et documentée. Plusieurs responsables américains, cités par des médias sérieux, confirme que Téhéran avait placé Trump en tête de sa liste de cibles après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Ça, c'est du level 2, rapporté par des sources nommées. Personne ici ne prétend que la menace était inventée. Le vrai problème, ce n'est pas que Trump ait pris des précautions. N'importe quel service de sécurité aurait fait pareil face à une menace crédible contre un chef d'État. Le vrai problème, c'est ce qu'il a dit ensuite, en public, pour cacher qu'il avait pris ses précautions. Revenons un peu en arrière, parce que là, ça devient intéressant. Le 8 juillet, à 8h42 du matin, avant même que cette opération ne commence, Trump publie un message sur son réseau social. Il explique que le nouvel Air Force One, celui offert par le Qatar, va être envoyé à la base de Mildenhall, officiellement pour que les militaires britanniques et américains puissent le visiter. Je cite le message. « Pour honorer nos braves hommes et femmes de l'armée, nous envoyons le tout nouveau et vraiment spectaculaire Air Force One à la base de Mildenhall pour leur donner une chance de visiter l'appareil. » Et il ajoute « Pour la nostalgie, nous prendrons l'ancien Air Force One depuis la Turquie jusqu'à Mildenhall. » Comme dans la fable du corbeau et le renard, la flatterie envers les militaires a servi à obtenir quelque chose qu'un discours honnête n'aurait jamais obtenu, leur silence complice. Regardez bien ça. Ce message a été écrit et publié avant que le vrai dispositif ne soit connu du public. Il présente le transfert d'avions comme un geste de courtoisie envers les militaires. Pas un mot sur une menace, pas un mot sur un camion de catering. Pas un mot sur le fait que les journalistes allaient servir de leurre.
Un président qui prépare à l'avance une explication publique fausse pour un événement qui n'a pas encore eu lieu, ce n'est pas de la communication de crise. C'est un scénario écrit avant l'action. Un président qui organise sa propre disparition en direct, c'est pas de la sécurité, c'est de la mise en scène. Voilà, ça c'est le premier fil de cette histoire et il se referme sur une évidence. La version publique du 8 juillet a été rédigée avant même que la manœuvre ne commence, mais ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Parce qu'une fois de retour dans l'avion, une fois face aux journalistes, Trump a été interrogé directement. Et là, ce n'est plus un communiqué soigneusement préparé à l'avance. C'est lui, en direct, face à une question simple. Une journaliste lui demande s'il était conscient d'une menace crédible contre Air Force One de la part de l'Iran. Sa réponse, mot pour mot, rapportée par plusieurs médias, dont The Hill et Mediaite, « J'ai une menace tout le temps. Je suis numéro 1 sur leur liste, avant vous. Mais si je tombe, vous tombez. » Puis il ajoute « Vous voulez, peut être changé de métier. » Vous trouvez ça normal qu'un président réponde à une question sur sa propre sécurité en menaçant, même sur le ton de la blague, la journaliste qui lui pose la question? C'est là que le tableau change complètement. Parce que quand un autre journaliste insiste et demande précisément quelle était la raison du changement d'avion, Trump ne confirme rien. Il nie. Il dit, je cite presque mot pour mot, la transcription de cette conférence de presse. On a envoyé cet avion un peu plus tôt pour que la base puisse le voir. Il y avait des centaines de personnes qui attendaient. Puis, quand on lui demande s'il y avait vraiment aucun problème de sécurité, il répond non, non, aucun souci. On l'a juste envoyé un peu en avance. Et là, on lui demande pourquoi, alors on a fermé les rideaux des hublots. Sa réponse, probablement parce que c'était un vol un peu dangereux, je suppose. Il vient de se contredire lui-même en une phrase. Il jure qu'il n'y avait aucun souci de sécurité et dans la phrase suivante, il admet que le vol était dangereux. C'est pas anodin ce qui se passe là. Il a fait croire aux militaires britanniques que le transfert d'avion était un cadeau pour eux. Il a fait croire aux journalistes qu'il n'y avait aucune menace et il a laissé ces mêmes journalistes voler dans l'avion qui servait officiellement de cible de diversion. 3 publics différents, 3 versions différentes et aucune des 3 ne correspond à ce que le Washington Post a documenté. Un président qui gère sa communication comme un magicien gère ses tours, le public ne doit jamais voir les deux mains en même temps. Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce que cette histoire mérite d'être traitée sérieusement des 2 côtés. L'argument le plus solide du camp MAGA, c'est qu'aucun service de sécurité présidentiel censé ne détaillerait publiquement à l'avance un dispositif de protection face à une menace d'assassinat crédible. Révéler le plan, ce serait littéralement donner à Téhéran le mode d'emploi pour la prochaine fois. Cet argument-là a une vraie cohérence opérationnelle et il faut le reconnaître sans le caricaturer. Sauf que ce n'est pas ce qui est reproché ici. Le problème documenté, ce n'est pas le secret pendant l'opération. C'est le mensonge actif répété après coup, une fois que l'avion avait déjà atterri et que le danger immédiat était passé. Dire aux journalistes, il n'y avait aucun souci de sécurité, alors que le président vient d'admettre, dans la phrase suivante, que le vol était dangereux. Ça n'a plus rien à voir avec la protection opérationnelle. C'est un choix de continuer à mentir à des gens qu'on venait d'utiliser sans leur consentement comme couverture. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Il y a un 2e chapitre, presque invisible celui-là, et il change toute la portée du premier. Parce que pendant que cette mise en scène se joue dans les airs, la propagande, elle, tourne déjà à plein régime au sol. Des comptes proches de Trump, dont l'influenceur Nick Sortor, publient à ce moment-là des vidéos présentées comme la preuve que Trump est bien monté dans l'ancien Air Force One en Turquie, Direction, Mildenhall, sans jamais mentionner le transfert secret vers le camp de Za. Le message est diffusé comme un fait établi. Sauf que ce n'est que la moitié de l'histoire, celle que l'opération de dissimulation voulait qu'on retienne. Ce n'est pas un oubli éditorial, c'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. À chaque fois qu'un dossier gênant touche Trump directement, la même mécanique se met en route. D'abord une explication publique lisse, écrite avant les faits. Ensuite, si la vérité fuite quand même, des relais amicaux qui viennent renforcer la version officielle plutôt que la questionner. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver aux gros titres des chaînes qui lui sont favorables?
Le vrai problème, c'est pas seulement qu'un président ait pris un camion de catering pour éviter un missile. Ce serait presque compréhensible, pris isolément. Le vrai problème, c'est la structure entière construite autour de cet épisode. Un message préparé à l'avance pour mentir sur le pourquoi, une conférence de presse où le président se contredit en 30 secondes et un écosystème médiatique ami prêt à combler les trous avec la version qui l'arrange. C'est pas un accident de communication, c'est une méthode. Ce n'est pas la première fois que ce schéma se répète d'ailleurs. Ça rappelle furieusement l'affaire du Watergate. Ce n'est presque jamais le fait initial qui fait tomber quelqu'un en politique. C'est la dissimulation construite après coup pour éviter d'assumer le fait initial. Ici, personne ne reproche sérieusement à Trump d'avoir voulu se protéger d'une menace réelle. Ce qu'on documente, c'est qu'il a ensuite menti à 3 publics différents sur la nature exacte de cette protection. En restant sur les résumés de 30 secondes des chaînes qui le soutiennent, ce fil-là vous échappe complètement. Ce sentiment que vous aviez en entendant sa réponse évasive à la journaliste, que quelque chose clochait dans son discours, il était juste. Et il y a un chiffre qui mérite d'être posé ici parce qu'il change l'échelle du problème. Cette opération n'a pas mobilisé 2 ou 3 personnes discrètement averties. Elle a mobilisé un service de sécurité entier, un ministre de la Défense, un changement d'indicatif radio, la coupure d'un système de suivi de vol public et la complicité silencieuse de tout le personnel briefé sur l'opération. Autrement dit, des dizaines de personnes savaient exactement ce qui se passait pendant que les journalistes présents, eux, ne savaient rien. Ce déséquilibre-là entre qui est protégé et qui est utilisé comme couverture, c'est la vraie mesure de ce dossier. Plus il jure qu'il n'a jamais eu peur, plus il prouve qu'il a préparé sa fuite à l'avance. Revenez avec moi à la question du départ. On a commencé en vous disant que la version officielle affirmait que Trump était à bord d'Air Force One en quittant la Turquie et que c'était pas vrai. Vous êtes venu pour un simple mensonge de communication. Vous repartez avec la preuve d'une mécanique bien plus large. Un scénario écrit à l'avance, une conférence de presse où le président se contredit lui-même en direct et un système de relais qui vient ensuite maquiller la contradiction pour que personne ne la remarque. Ce qui semblait être une anecdote de sécurité présidentielle est en réalité un cas d'école sur la manière dont se congère systématiquement l'information gênante. Ceux qui ne regardent que les gros titres ratent exactement la partie qui compte. C'est pas l'épisode de l'avion en lui-même qui est le plus révélateur, c'est la vitesse et la coordination avec lesquelles la version alternative a été fabriquée, diffusée et défendue avant même que le Washington Post ne mette la main sur la vraie histoire, plus d'1 mois plus tard. Il faut faire un poil attention ici, avant de refermer. Sur l'existence de la menace iranienne elle-même, on reste sur du rapporté, sourcé à des responsables non identifiés publiquement dans les articles cités, donc level 2, pas un fait tranché comme un jugement de tribunal. Sur le déroulé matériel de l'opération, en revanche, le Washington Post s'appuie sur des sources internes précises, avec des horaires vérifiables, et Trump lui-même confirme une partie du scénario dans ses propres réponses en conférence de presse. Ça, c'est du solide. Ce qui m'inquiète, franchement, ce n'est pas seulement cet épisode précis d'un avion et d'un camion de catering. Il a fait croire à ses propres troupes qu'un cadeau du Qatar valait bien qu'on mente, à tout un avion de journalistes accrédités, et pendant ce temps, ces mêmes journalistes continuaient, eux, de faire leur travail sans savoir qu'ils servaient de leur. C'est franchement gonflé, merci de venir à notre exposé sur comment traiter la presse comme du matériel jetable. Et la suite s'annonce déjà plus compliquée, pas moins, parce que cette même semaine, en conférence de presse, Trump affirme que le détroit d'Ormuz est totalement sous contrôle américain. On l'a balayé entièrement, dit-il. Puis, à la question suivante, il ajoute que le détroit est simplement ouvert maintenant grâce à un blocus américain. 2 affirmations presque incompatibles dans la même conférence sur un sujet qui touche directement la sécurité d'une région entière. C'est pas un détail isolé, c'est la continuité du même réflexe. Dire ce qui rassure sur le moment, peu importe que ça tienne debout d'une phrase à l'autre. Une contradiction après l'autre, presque anodine à chaque fois, comme la grenouille qui bout doucement dans une eau dont on ne sent jamais monter la température. Il y a même un autre passage de cette conférence de presse qui mérite d'être posé parce qu'il montre le même mélange de bravade et de flou. Interrogé sur ce qu'il avait appelé plutôt la dernière chance avant décapitation pour l'Iran, Trump répond simplement « Vous verrez bien ». Quand on lui redemande si une escalade massive reste sur la table, il répond «
On a certainement cette capacité, si on veut le faire, vous verrez bien, une menace publique formulée devant les caméras, sans engagement précis derrière. C'est exactement le même réflexe que sur l'avion. Dire quelque chose de fort sur le moment, sans jamais avoir à en assumer le contenu exact ensuite. Et cette culture du flou volontaire a un coût qui dépasse Trump lui-même. Dans les jours qui ont suivi cette même séquence, un influenceur proche de MAGA a vu l'une de ses publications sur la guerre Iran-Israël corrigée publiquement par une note de communauté pour fausse affirmation. Ce n'est pas un cas isolé. C'est le même écosystème qui a relayé la version simplifiée du transfert d'avions en Turquie, sans jamais mentionner le Cran 2A ni le camion de catering. Un réseau de relais qui amplifie d'abord et qui se fait corriger ensuite quand il est déjà trop tard pour l'audience initiale. Et pendant que cette question de la sécurité présidentielle et de la transparence reste sans réponse claire, ce sont les journalistes accrédités à la Maison-Blanche qui absorbent le coût réel de cette méthode, pendant que les porte-paroles continuent, eux, de répéter qu'il n'y avait aucun souci à signaler. Alors la vraie question qui reste ouverte, ce n'est pas de savoir si la menace iranienne était réelle, elle l'était probablement. La vraie question, c'est de savoir combien d'autres épisodes de ce genre existent déjà, documentés nulle part, parce que personne n'a eu accès aux bonnes sources au bon moment. Et ça, honnêtement, personne ne peut vous le garantir aujourd'hui. Si vous voulez qu'on continue à suivre ce dossier ensemble, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce genre d'histoire ne s'arrête jamais après un seul article du Washington Post.